nos petits frères et nos petites sœurs reçoivent dans nos universités. Le système LMD, nouvellement instauré en République démocratique du Congo, a-t-il changé la donne? Quelle qualité, quels produits ces universités qui œuvrent en République démocratique du Congo déversent dans les marchés d'emploi? Ces produits sont-ils capables d'assurer l'avenir de la République démocratique du Congo? En fait, combien l'État congolais affecte en termes de budget dans le secteur de l'éducation sur son territoire national? Madame, Messieurs, voilà les principales articulations autour desquelles l'écho de l'école des communicateurs de ce samedi 1er mars 2025 va aborder. Cette édition spéciale de ce jour a reçu des pertinents et des invités de haute facture avec lesquels nous allons réfléchir sur la place de l'éducation dans notre pays. Quelle place l'éducation occupe en République démocratique du Congo et quel peut être le rôle de l'éducation dans le développement d'une nation? Pour cela, nous avons reçu aujourd'hui Joël Mbatou, qui est membre de l'école des communicateurs. Il est chargé des affaires intérieures de l'école des communicateurs. Bonjour Joël. Bonjour chers journalistes, journaliste Chamba. Ça fait un moment que je passais des moments derrière mes caméras et aujourd'hui je suis un homme heureux de regagner encore ces plateaux et partager l'expérience, les idées avec les amis qui sont ici présents, parce que les scientifiques disent que c'est des chocs d'idées qui jaillissent de la lumière. Je suis vraiment un homme heureux sur ce plateau. Merci beaucoup de votre présence sur ces plateaux de CML13 Télévision. On rappelle qu'il est l'un de ceux qui sont en tout cas actifs dans les domaines médiatiques. Après cette courte pause qu'il avait prise, le voilà aujourd'hui de nouveau avec nous. Dani, vous êtes aussi habitué de ces plateaux des échos de l'école des communicateurs sur CML13 Télévision. Bienvenue. On rappelle aussi que vous êtes licencié en économie, ressortissant de l'université de Kinshasa, tout comme Joël est aussi licencié en journalisme politique extérieur. Dani, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jonas Champa, et merci pour cette invitation qui témoigne de la considération que vous portez à notre modeste personne. Merci. Ben, très bien, bienvenue de nouveau. Maintenant, c'est Peniel. Récemment, nous avions réussi, votre émission a fait beaucoup d'écho. Peniel, vous êtes encore là aujourd'hui pour décrypter un tout nouveau numéro avec un autre sujet. Il s'agit bien de l'éducation, de l'enseignement supérieur et universitaire, en particulier dans notre pays. Et vous êtes ressortissant, vous êtes défenseur judiciaire, ressortissant de l'Université pédagogique nationale, l'UPN. Bienvenue, Peniel. Merci beaucoup, cher Jonas, oui. Je vous remercie de m'avoir encore une fois invité. Je salue tous les collégaires qui sont ici ensemble avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là comme étant des politiques, mais plutôt des scientifiques. Et dans le monde scientifique, il y a la courtoisie. Parce que nous ne sommes pas comme des communs des mortels. Vraiment, je vous remercie. Je pense qu'il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes choses, c'est tout ce qu'on espère de vous. Fidèles téléspectateurs, posez-vous, soyez tranquilles pour que nous puissions déballer l'émission d'aujourd'hui. Alors, Peniel, vous gardez la parole. Peniel, vous savez, vous avez étudié en République démocratique du Congo et vous connaissez comment les choses se passent dans notre pays et que le système éducatif a ses contraintes, il a aussi ses avantages. Certes, nous savons que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même des gens qui arrivent à se distinguer. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui du système éducatif congolais dans notre pays? Oui, merci beaucoup, cher Tout en prenant en compte l'ancien et le nouveau système. Oui. Quelle évaluation vous faites dans 5 minutes? Vraiment, je vous remercie pour la parole. Vous allez vous rendre compte que l'évaluation est énorme. Pourquoi je dis énorme? Parce que la substitution des nouveaux systèmes à l'ancien a amené plusieurs innovations et plusieurs faillites. C'est-à-dire le système qui est aujourd'hui appelé LMD
un système efficace. Qui moi, d'ailleurs, j'acclame cette innovation, mais le problème est que je suis en train jusque-là de pleurnicher. De ce que je suis en train de voir en pratique. Ce n'est pas ce que nous entendions tous. Pourquoi je suis en train de dire ainsi, cher Jonas, vous allez vous rendre compte que le système LMD nous a aidé aujourd'hui plusieurs étudiants, a épargné aujourd'hui plusieurs étudiants à ce qui était, par exemple, de ce qu'on appelait les points sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vu qu'il n'y a pas vraiment trop d'échecs, bon, il n'y a pas d'échecs parce que tout. Comment il n'y a pas d'échecs? Oui, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des étudiants qui échouent parce qu'ils vont suivre ces cours-là au niveau montant. C'est ce qui est en train de passer avec LMD. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas réussi, par exemple, en géographie en G1, plutôt en LD. Géographie reviendra et je ferai cet examen-là. Vous voyez, il n'y a pas vraiment des échecs, ils sont épargnés à ce qui concerne le point sexuellement transmissible. À part ça, cher Jonas, vous allez vous rendre compte que les systèmes LMD, avec ces systèmes, il y a tellement de pratiques, ou ce qu'on appelle des stages chaque année. Ça, là, vous êtes en train d'énumérer les avantages. Les avantages, donc c'est ça son efficacité. C'est que le système a apporté. Oui. Vous voyez, c'est que le système a apporté. Vraiment, je soutiens les systèmes LMD à ces côtés-là. Vous voyez, chaque année, les étudiants sont là, ils sont en train d'aller en stage et ces stages-là font en sorte qu'ils puissent avoir cette idée-là déjà en première année de licence quand ils commencent. Vraiment, je félicite ces points-là. Mais je suis en train de pleurnicher jusque-là parce qu'il y a un point à ce qui concerne ces systèmes ici qu'on appelle LMD, nous n'étions pas préparés. Vous voyez, les réalités d'aujourd'hui. Le réalité d'aujourd'hui fait en sorte que nous ne puissions pas vraiment être en symbiose avec ces systèmes LMD. Le système LMD est un système qui a été déjà instauré dans plusieurs des pays, surtout des subsahariennes, l'Afrique ouest. Vous allez vous rendre compte que L1 jusqu'à arriver en L3. Quels sont maintenant, après avoir énuméré les avantages, on voudrait ici savoir quels sont les décalages par rapport aux contextes sociaux, socio-économiques, social et culturels de notre pays, en rapport avec ces nouveaux systèmes, quand on sait que c'est... en fait, c'est pour cette question, en tout cas, je voudrais que Shadrach puisse la répondre. Il vient de nous rejoindre sur le plateau. Il va y revenir. Mais qu'est-ce que vous pensez du mauvais côté de ces systèmes en rapport, au fait, comparativement à l'ancien? Oui, comparativement à l'ancien, c'est que les étudiants ne s'adaptent pas facilement à ces systèmes. Vous allez vous rendre compte que c'est un système qui englobe les tout à la fois, je peux dire. En L1, un étudiant a 24 cours. Nous, à notre époque, en GD, on avait 18 cours, mais c'était catastrophique, c'était de la cata. Mais aujourd'hui, il y a 24 cours. Et avec ces 24 cours-là, il ne sait pas que comprendre. Il ne sait pas où se substituer. C'est ça même le problème de ces systèmes ici. Vous voyez. Et aujourd'hui, il y a un grand problème parce qu'il y a même ceux qui ont fini, ils sont aujourd'hui licenciés des LMD. Dans le monde pratique, il y a des doutes. Moi, attendez, je suis juriste. Pour finir, il y a des doutes concernant la qualité de l'éducation. La qualité déjà. Je suis juriste. Je vais vous dire un truc que lorsque j'ai effectué mon concours au TGI Gombe, il y avait aussi d'autres qui étaient juristes des systèmes LMD. Ils n'avaient pas été acceptés. Pourquoi? Ils ont dit que non, vous êtes juriste, vous êtes licencié en droit, terminez le master pour revenir. Attendez. Ils n'ont pas été acceptés seulement pourquoi? Parce que les systèmes LMD est encore mis en cause jusqu'à présent. On ne sait pas comment est-ce qu'ils comprennent. Le système LMD en question, il faudrait faire 3 ans parce que là, il y a L1, L2 et L3. En terminant L3, vous devenez qui? Licencié. Bon, vous ayez un diplôme de licence, par exemple. Qui est l'équivalent du graduat. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a changé? Dans le fond, c'est ça maintenant le problème. Dans le fond, c'est la pourquabilité de cette connaissance-là que les étudiants ont. La pourquabilité, c'est quoi? Bon, la pourquabilité, c'est-à-dire les questionnements. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde pratique, on est en train de se poser des questions. Est-ce que ces gens-là sont capables, de la manière dont ils sont en train d'être encadrés, par exemple, vous allez vous rendre compte que 3 ans, mais quelqu'un ne maîtrise pas les notions, les notions primaires de la faculté qu'il est. Un enfant vient à l'université, il fait 3 ans. C'est le problème. Après 3 ans, il est graduat. À l'ancien système. Il revient cette fois-ci, 3 ans, il est licencié. Mais cette licence qui a l'équivalence
d'un graduat et en droit on les refuse. Mais c'est quoi la portée de cette éducation maintenant aujourd'hui? Dani, vous avez la parole. Merci beaucoup déjà pour le droit de la parole. Déjà, il faut ici préciser que le pourquoi de ces systèmes remonte du simple fait que l'ancien système formait beaucoup plus les généralistes. C'est-à-dire qu'avec l'ancien système, on s'attelait beaucoup plus à former que les généralistes. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui ne cherche pas à promouvoir beaucoup plus les qualifications personnelles que les étudiants peuvent avoir. Alors c'est pourquoi nous avions essayé de recourir sur cette voie-là d'implémenter ces systèmes LMD. C'est-à-dire avec les systèmes LMD, l'idée c'était de former beaucoup plus les gens qui ont la maîtrise d'un certain domaine. C'est-à-dire, si vous remarquez même avec moi, à la différence de l'ancien système, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des cours qu'on a jugés inopportuns pour certaines disciplines. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui fait l'économie publique, on a trouvé inopportun de donner par exemple les cours de logique, sociologie, qui l'autre fois pouvait servir comme un cours d'information. Vous voyez? Déjà à ce niveau-là, on peut se mettre d'accord que l'idée préalable d'implémentation de ces systèmes, c'était de former cette fois-ci les gens qui sont experts d'un domaine quelconque. C'était ça l'objectif. Mais avant de faire une évaluation quelconque, il faut partir sur base de certains indicateurs. Déjà ici, pour évaluer ces systèmes, au préalable, il faut se dire qu'est-ce qui était prévu pour l'implémentation de ces systèmes. Quel est l'objectif qui était visé? Et quand on vient maintenant pour évaluer, on va se dire l'objectif était tel, est-ce que les résultats sont escomptés ou non? Et parlant de l'objectif, Dani, ces systèmes, selon les quelques écrits que nous avons lus, en Europe, par exemple, ils ont constaté, en Europe et aussi dans certains pays au Canada et consorts, ils ont constaté que dans les entreprises, il y avait manque de la main-d'œuvre. C'est qu'il y a des gens qui partaient en retraite, qui laissaient des places vides. Entre-temps, les étudiants prenaient trop de temps avec l'ancien système pour finir les études après 5 ans. C'est comme ça qu'on a raccourci, on a ramené cela à 3 ans, de telle sorte que ces étudiants puissent combler les vides. Mais ici, chez nous, il y a déjà un taux élevé de chômeurs qui sont des licenciés, que les universités produisent à chaque fin d'année. Était-il opportun de commencer à produire, au lieu d'avoir 100 étudiants après 5 ans qui finissent les études, maintenant il faut en avoir 100 après 3 ans. Est-ce que était-il opportun qu'on implémente ce système en République démocratique du Congo? Non. Pour nous, ce n'était pas opportun que nous puissions implémenter ce système. Pourquoi? Déjà parce qu'au préalable, toutes les conditions n'étaient même pas réunies pour que ce système soit mis sur pied. Les conditions n'étaient pas réunies. Exemple, quand vous essayez de voir avec les autres pays, j'ai essayé de mener les recherches sur, par exemple, si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez même ici au Congo, Brazza, ainsi de suite, quelques pays même d'Afrique, si je peux les énumérer, vous verrez que les systèmes qui est implémenté chez eux, c'est-à-dire on va de la théorie, ça marche de pair, mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Ici chez nous, il y a même un problème des infrastructures dans lesquelles les étudiants doivent pratiquer. Mais comment un étudiant, Dani, s'il vous plaît, qui vient de l'université, il arrive dans une institution, on lui dit, avec ce que tu as appris là-bas, ici, tu n'es pas encore mûr pour ce travail. Il faut que tu ailles continuer. Entre-temps, dans une même institution d'enseignement supérieur, dans certaines facultés, on demande aux étudiants de pouvoir défendre, je ne sais pas ce qu'ils appellent projet tutoré, ce qu'ils appellent, s'ils appellent ça mémoire de licence, ou ils appellent ça TFC. On leur demande de défendre ça. Dans d'autres facultés, on refuse. On leur dit de venir seulement déposer. C'est une sorte de confusion qui est entretenue. Mais à cette question, j'aimerais que Joël y revienne. Mais Dani, vous allez répondre. Quel peut être aujourd'hui les budgets affectés à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo? Bon,
quant à cette question, j'ai essayé de... Quand on essaye de voir dans notre loi de finances, il n'est pas repris de manière claire le budget qui est alloué à l'éducation. Mais il y a une rubrique où on reprend les budgets alloués, on a mis ça ensemble, éducation, santé et investissement. Et ces budgets-là a un chiffre maximal de 31%. Et quand j'ai essayé de faire les calculs et puis faire quelques recherches sur quelques médias aussi en ligne qui a parlé de ces sujets, on nous dit les chiffres par rapport à ces 31%, les chiffres qui sont affectés rien qu'à l'éducation s'élèvent à 4, quelques pourcents. Donc jusqu'ici c'est quand même moyen, c'est quand même bon par rapport aux chiffres des autres pays. Nous sommes quand même proches de certains pays d'Afrique que j'ai essayé de voir, mais il y a encore beaucoup à faire, il y a encore des choses encore à compléter, allant dans le sens où il faut que cette enveloppe soit un peu majorée pour faciliter certaines choses allant dans le sens de promouvoir l'éducation. Parce que pour arriver à construire un État, il faut penser à son éducation. D'accord. Joël, vous avez la parole. Qu'est-ce qui vous traverse les nerfs? Qu'est-ce qui arrive à votre esprit? Comment évaluez-vous la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles les étudiants évoluent au sein de nos universités? Merci, cher Jonas Champa. Vous savez, la question du système éducatif congolais, c'est une question qui est complexe, qui s'inscrit dans l'ordre sociologique, anthropologique, culturel et plus loin encore communicationnel. Et je pense que le volume du temps qu'on a ici ne va pas nous permettre d'aborder toutes les questions de fond, mais nous allons essayer un peu d'analyser sous l'angle sociologique pour comprendre qu'est-ce qui est à la base des mauvaises conditions dont beaucoup d'étudiants font face dans diverses universités. Ce qu'il faut noter ici est que Émile Durkheim parle d'un fait social. Un fait social dont il fait allusion, il dit qu'un fait social, c'est en fait une action qui impacte la vie sociétale, notamment sur le point culturel, éducationnel, patati patata. Alors, ici, ce qu'il faut noter, c'est quoi? La question de l'éducation, c'est une question vitale. Et aujourd'hui, les concepteurs de l'éducation, ceux qui nous ont amené ces systèmes aujourd'hui dans notre pays, les Occidentaux, et lorsque je parle des Occidentaux, on comprend qu'il y a d'une partie les Américains et de l'autre partie, il y a aussi des Européens. Avant de mettre en place le système éducatif, je parle d'abord de l'étranger, ils avaient fait ce qu'on appelle l'étude du terrain. Parce que la sociologie en soi, c'est l'étude de la société. Il fallait d'abord commencer à faire l'étude de la société, comprendre les réalités de la société, avant d'implémenter un système éducatif. Sachant que la RDC est un pays phare en Afrique, et que le développement de l'Afrique dépend de la RDC, parce que la RDC, en fait, regorge des ressources. Il fallait chercher maintenant à contourner la population congolaise à la bonne voie qu'il devrait normalement suivre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi que les universités congolaises ne traitent pas des questions de fond de notre pays. Nous avons des minéraux, mais il n'y a pas des universités qui enseignent, qui montrent aux étudiants comment ils doivent exploiter le minerai. Il y a des facultés de pétrole, les gaz et consorts à l'université de Kinshasa, mais aussi à l'université de Lubumbashi.
je crois bien que les étudiants étudient cet aspect de choses. Même Non, mais... dans la faculté des sciences, il y a des géomètres. Il y a des géomètres, il y a des géologues qui étudient la qualité des pierres et consorts. Des ingénieurs, des géomètres, des noms, oui. Parce que l'éducation en soi, il faut qu'il ait un équilibre entre la théorie et la pratique. Vous constatez qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y en a pas. Mais en RDC, la pratique, en fait, s'est faite sur base de la transmission orale des connaissances. On vous dit, ça s'est fait comme ça, sans pour autant que vous ayez palpé du doigt ce dont on vous enseigne réellement. et même les stages au sein des entreprises sont recommandés. C'est sur base des recommandations que les étudiants sont acceptés en stage académique au sein des entreprises en République démocratique du Congo. C'est ça maintenant le plus grand problème. Maintenant, les mauvaises conditions, les nombres pléthores dans les universités, se justifient par le manque en fait d'infrastructures. Nous avons en RDC 26 provinces. Si au moins on avait 32 universités en raison de 2 universités par province, on allait faciliter la tâche à ceux qui habitent les provinces de ne pas se déplacer pour chercher à étudier ici dans la capitale. Parce que les conditions dans lesquelles nous étudions ici, dans la capitale, ce ne sont pas des conditions humaines, Jonas Champa. Nous avions été avec toi à l'UNIKIL, on a étudié. Ce ne sont pas des conditions, ce ne sont pas des conditions humaines. Mais vous allez comprendre quoi. Ici, le système LMD, c'est un système qui vient encore enterrer l'éducation en République démocratique du Congo. Dans quelle mesure? Je m'explique. Allez-y rapidement parce que vous avez... Avant de mettre ce système, les Occidentaux avaient réfléchi sur les réalités de leur pays. Ils ont compris que il fallait mettre en place un système qui va permettre l'intégration rapide des étudiants. Mais ici au Congo, sans réfléchir, les autorités vont se réunir pour aller mettre en place un système éducatif que moi j'appelle diabolique, qui vient encore enterrer l'éducation au Congo. Jonas, le problème du système LMD, c'est d'abord le contenu. Il n'a pas de contenu. Le système Mais on LMD a scindé, on a de dissé, qu'on a morcelé les cours. Il y a même des cours. Aujourd'hui, il y a des cours de son, pour ceux qui font la communication, il y a des cours de son, vidéo, quoi encore, photo et consorts. Mais on a morcelé les cours. Jonas. C'est un contenu qu'on a créé. Jonas, le professeur eux-mêmes ne se sont pas préparés pour recevoir le système LMD. Ils devraient d'abord commencer. Et même cherchent, ils ont un problème d'adaptation. D'abord d'adaptation, ils doivent chercher comment s'adapter au système LMD. Et si le professeur a un problème d'adaptation, A fortiori les étudiants. vous voyez que le système arrive au moment où même le professeur n'était pas préparé à recevoir ce système-là. Et aujourd'hui, ce sont des étudiants qui peinent. Les étudiants ont même du mal à maîtriser les ABC de leur domaine. Ça, Vous demandez à quelqu'un qui fait la communication de définir la communication, il ne sait pas définir la communication. Parce qu'il a des cours comme des photos, des vidéos. Mais en fait... On va y revenir. On va y revenir. Shadrach, vous nous avez rejoint un peu en retard. Vous êtes aussi ressortissant de l'université de Kinshasa. Vous faites les droits. Shadrach, vous êtes quand même les produits de ces nouveaux systèmes LM2. Vous connaissez les réalités dans le fond. Et vous pouvez quand même nous dire, nous rapporter ce que vous vivez. Quand on sait que dans nos universités, généralement, il n'y a pas un nombre limite. Aucune administration universitaire aujourd'hui ne peut nous dire l'année 2024-2025, elle a besoin d'inscrire combien d'étudiants. On reçoit tout le monde et au finish, dans un auditoire qui devrait avoir 100 étudiants, on peut vous concentrer là-bas 2000. Il y a des gens qui viennent louer des chaises et les conditions ne sont pas requises. Il y a des bruits par-ci, par-là, à gauche, à droite. Mais comment évaluez-vous l'éducation que vous recevez à travers ce système
pas seulement les systèmes LMD, mais la qualité de l'enseignement que vous avez à ce jour. Okay. Merci beaucoup, cher Jonas, pour la parole accordée. Je profiterai d'abord de l'occasion pour présenter nos sincères excuses à nos fidèles pour ce petit retard qui est dû au fait que la situation de circulation en République démocratique du Congo pose problème, et particulièrement à la ville de Kinshasa. Et jusque-là, même le ministre sectoriel qui devait s'en charger est en plein campagne de recrutement des militaires. Ce qui est quelque chose à déplorer. C'est qui ce ministre? Je parle de Jean-Pierre Bemba. Nous l'avons dit la fois passée et nous insistons là-dessus, qu'il revienne d'abord parce qu'il y a des problèmes sérieux au niveau du secteur de transport pour pouvoir... il faut qu'il fasse l'équilibre. Ouais, y a un problème. Aussi longtemps qu'il est en train de sensibiliser pour lutter contre la guerre dans l'est de notre pays, il devrait aussi ouvrir l'œil et les bons sur la situation de circulation. Et surtout qu'il s'agit d'un secteur très très capital par rapport à la situation du pays. Voilà. Et merci beaucoup. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer nos co-débatteurs sur les plateaux. J'ai apprécié la qualité des analyses. Mais permettez-moi de prendre quand même une trajectoire un peu opposée par rapport aux affirmations de notre camarade Péniel. Surtout lui, il est juriste. Je pense qu'il maîtrise parfaitement les méandres des textes actuellement. Le système LMD est porté par une loi, c'est la loi de 2000, la loi sur l'enseignement et qu'est-ce que je suis en train de dire? La loi cadre sur l'enseignement supérieur et universitaire qui a été révisée en 2014. Et c'est cette loi-là qui est en train d'organiser sur le plan juridique les systèmes LMD. Et actuellement, le diplôme de licence du LMD est pris au même pied d'égalité que le diplôme de l'ancien système sur le plan des textes. Attends. Les diplômes reçus après la L1, la L2 et la L3. Voilà. Ces diplômes-là a l'équivalent. Effectivement. Est équivalent du diplôme de licence de 5 ans. De 5 ans sur le plan des textes. Lisez la loi. C'est pas la réalité, c'est pas ça. Mais c'est là. Il y a un problème de... Il y a une adéquation entre les textes et la réalité sur terrain. C'est ce que Philippe Bernot appelle la résistance au changement. Les gens veulent... ne veulent pas changer. Effectivement. Les gens veulent que nous restions dans la case du départ. Et pourtant, le monde est en train d'évoluer. Ça, c'est très important. Et également, je dois les signaler dès le départ. Ce qui fait de quelqu'un un licencié véritablement, ce n'est pas le nombre d'années passées à l'université, mais c'est le poids des cours étudiés. Et dans le système LMD, on s'est organisé de sorte que dans 3 ans, l'étudiant soit équipé par rapport à tous les cours qu'un licencié doit normalement étudier. Et puis, en disant ça, on voudrait aussi dire que ce qui est bon pour un homme, ce n'est pas ce que l'université fait de vous, effectivement, mais ce que vous faites de ce que l'université a fait. Effectivement. Et d'ailleurs, il faut signaler aussi que le système LMD est institué pour des raisons de compétitivité en termes de diplômes. Parce que, vous savez, ça a commencé au niveau de pays anglo-saxons. Lorsque l'Europe, dans l'objectif de mettre un peu en compétitivité ces diplômes qu'ils produisaient avec ceux de pays anglo-saxons, c'est alors qu'on va instituer le système LMD pour mettre un peu en équivalence les diplômes. Et en République démocratique du Congo, je l'ai bien souligné ici, c'est la révision de la loi sur l'enseignement supérieur, la loi cadre de 2014, qui a mis en place le système LMD. Et aujourd'hui, je puis vous le dire. Oui, la qualité maintenant. J'y arrive. Allez-y. Laissez-moi quand même le temps, parce que ici, c'est moi qui suis du système LMD. Oui, je pense que j'ai quand même un certain privilège d'en parler en profondeur. Et une chose est vraie, cher Jonas, le système LMD est venu basculer le système éducatif congolais. Et lorsqu'il y a basculement d'un système éducatif vers un autre, il y a des préalables à mettre en place. C'est là que nous avons échoué. Okay? Le premier préalable, c'est d'abord l'institutionnalisation. L'institutionnalisation renvoie au fait que vous devez mettre en place des textes pour pouvoir organiser. Et sur ce plan-là, nous avons réussi. Si vous lisez la loi, comme je l'ai dit ici, vous allez vous rendre compte que sur le plan des textes, les choses sont bien organisées. Mais la deuxième étape, c'était l'étape qu'on appelle l'étape de l'instrumentalisation. Dans l'étape de l'instrumentalisation, j'ai essayé quand même de schématiser ça en soutirant au moins 3 sous-étapes. Il y a d'abord l'étape de la vulgarisation. Il fallait vulgariser le système. Il fallait que les gens comprennent les tenants et les aboutissants du système. Il fallait que les gens comprennent le méandre du système. Est-ce qu'il y avait-il péril en demeure pour que
l'ancien ministre Moïndo Nzangi de l'ESU oui. puisse mordicus tenir à ce que le système soit appliqué cette année-là. Mais comme normalement, je vous ai dit, le système a été déjà institué depuis 2014. D'ailleurs, nous l'avons appliqué en retard. Parce que l'application est intervenue en 2021. Mais en retard avec des lacunes encore. Il fallait mettre en place un certain nombre de préalables. C'est là que je suis en train de dire que nous avons échoué. Nous avons échoué parce que la vulgarisation a posé problème. Aujourd'hui, plus de 95% des étudiants qui fonctionnent dans le LMD ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants du système. Même les enseignants. Et vous allez vous rendre compte que nous nous retrouvons comme dans une situation où nous sommes dans un terrain de football et les deux équipes et l'arbitre ignorent les règles de jeu. Et c'est là qu'il y a un problème. Et vous allez encore voir que dans la deuxième étape, je vous ai parlé de l'instrumentalisation, il y a aussi ce qu'on appelle la professionnalisation du métier de l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignant doit comprendre que le système a basculé, même les méthodes d'enseignement doivent changer. Et c'est comme ça que vous constatez que même dans la pratique, les enseignants continuent à enseigner comme si nous serions dans l'ancien système. Et pourtant, à l'heure actuelle, l'enseignement ne devrait plus se faire de la même manière. Et c'est là qu'il y a encore un problème. Et la troisième étape donc, que je devais aussi souligner, c'est l'étape de la mise en place du cadre matériel. C'est là aussi que nous avons échoué. Parce qu'aujourd'hui, le système LMD, vous devez savoir, a ses exigences. Dans le système LMD, un auditoire ne peut pas contenir plus de 30 étudiants, à la limite 50. Mais vous allez voir que dans nos institutions, il y a plus de 2000 étudiants. Même là-bas, vous êtes à 2000. Voilà. 1500 étudiants dans le même plus de 2000 étudiants entassés comme des cochons. Et voilà pourquoi nous avons même des actes de fellation en plein coup. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des jeunes gens qui viennent pratiquement de la période de puberté, vous les mettez ensemble, entassez les filles et les garçons, des actes que nous déplorons, il n'y en aura que de telles pratiques. Vous comprenez ça? Et je devrais aussi souligner, cher Jonas, je ne sais pas si je suis dans mes minutes. Oui, allez-y. Alors, je devrais aussi souligner qu'à l'heure où nous sommes, le plus important ne serait pas de commencer à se plaindre, le système a posé problème, le système a fait ceci. C'est le temps de pouvoir adapter, parce que le changement a déjà eu lieu. Alors, nous devons maintenant réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que nous devons mettre en place comme appui pour pouvoir mettre un peu de l'équilibre? Parce que si nous continuons à nous plaindre, je crois que ça ne changera rien. Mais vous-même, comme produit de ces systèmes LM2, oui. En L3, allez-vous ou pas défendre votre... je ne sais pas, vous appelez ça comment? C'est un mémoire, c'est un mémoire. Un projet titré. C'est un mémoire. Et le titre a changé, serait considéré pas comme un licencié, mais comme un bachelier. Alors, vous allez défendre ce travail-là où... Ça sera défendu. Ça sera défendu. Ça sera défendu. Oui, oui. Chez vous, vous affirmez ou... ça sera défendu. Mais vous devez savoir, par exemple, chez nous à l'université de Kinshasa, je vous ai dit, il y a un problème ici de l'effectif. Vous êtes à plus de 2000. Non, nous ne parlons pas d'effectif. Voilà. Ici, nous demandons si, oui ou non, vous allez défendre ce travail-là. Le travail sera défendu. D'ailleurs, dans d'autres institutions, les défenses se font. En fait, je vous ai dit, sur le plan des textes, ce qui est prévu, c'est la défense à la fin du cycle. Mais on tient aussi compte de certaines réalités sur le terrain. Okay? Par exemple, dans les institutions où il y a un effectif très majoré. Donc, ça tâtonne encore. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous suivez cette émission Écho de l'école des communicateurs qui fait une édition spéciale aujourd'hui sur l'enseignement en République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'évaluation ici de nos 4 invités. Peñel, alors dans les fonds, qu'est-ce qui fonde l'incapacité des étudiants à défendre leur propre discipline? C'est quoi la principale cause qui fait à ce que les étudiants soient incapables à défendre leur discipline? Est-ce les mauvais enseignements reçus des professeurs, la mauvaise transmission des matières, ou l'irresponsabilité ou l'irrégularité des étudiants à participer au cours? Quelle peut être la cause majeure aujourd'hui qui fait que les étudiants soient même incapables de lire, de comprendre son propre travail qu'il a produit ou qu'on a produit pour lui? C'est selon. C'est quoi la cause principale ou les causes principales qui sont à la base de cela? Oui, merci beaucoup, cher Jonas. J'aimerais un peu rétracter certains dires de moi. Allez-y. En vue de pouvoir passer. Parce que j'avais dit que avec le système LMD, il n'y a pas de licenciés. Surtout, il n'y a pas de licenciés. Surtout, ça dépend des facultés. Je suis ici du droit. En droit, il n'y a pas de licenciés en droit avec le système LMD.
Mais il y a plutôt des gens qui ont des diplômes, des licences en droit. Ça, c'est... Il vient de changer. Il vient de parler des bacheliers. Vous voyez. Mais il y a un problème. Lorsque vous changez les systèmes, vous changez même les titres. Or, lorsqu'ils terminent leur cursus, ou notre cursus, il y a après ça, peut-être vous aurez à devenir magistrat, vous aimez devenir magistrat ou avocat. Il y a des lois qui organisent d'autres titres qui voudraient à ce que, pour pouvoir intégrer ces corps-là, vous devriez être licencié. D'abord étudier. La loi, il est juriste, parce qu'il fait les droits. La loi de 1979 portant organisation de barreaux et des corps de défenseurs judiciaires, et aussi des mandataires de l'État. Là-bas, vous ne trouverez pas les bacheliers. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on ne sait pas où vous retrouvez. Parce que là-bas, on n'a pas parlé de bacheliers. Donc, ils ne sont pas là-bas. Les étudiants en droit, ici, du système LMD, ils sont des bacheliers. Attends, s'il vous plaît. Les étudiants en droit ici du système LMD sont en inadéquation, en décalage, en déphasage même avec la réalité des terrains. Effectivement. Donc, quand vous faites vos 3 ans, vous ne pouvez pas devenir magistrat. Comment? Parce qu'on parle de bachelier, c'est ce qu'il vient de dire. Donc, il faut faire licence, master, doctorant pour y être. Pour y être. C'est qui est l'équivalent de l'ancienne licence. L'ancienne licence. Mais dans les fonds, qu'est-ce qu'on a changé au niveau des titres? C'est ça le problème. Je me pose la même question avec vous, parce que je viens de dire ici qu'il y a des lois. Dans cette loi-là, parce que ça serait opportun. Il faudrait d'abord, modifier d'abord les lois qui organisent, par exemple, les barreaux, les corps de magistrats, etc. pour pouvoir modifier les bacheliers et les lois là de l'ESU. Ils n'ont pas fait ça. Mais directement, je vais vous dire un truc. On parle de 3 ans des droits. Lorsque vous faites 3 ans de droit, vous êtes capable d'être défenseur judiciaire. Les articles 300 de la loi évoqués, vous voyez, que je viens d'évoquer. Vous faites 3 ans d'études de droit, vous êtes défenseur judiciaire. Et défenseur judiciaire, aujourd'hui, on ne sait pas où situer ces gens-là des LMD. Vous serez défenseur judiciaire, vous serez avocat. Non, pour être avocat, il faut être licencié en droit. Et vous n'êtes pas licencié, vous êtes bachelier, c'est ce qu'il vient de dire. Maintenant, où vous substituez? C'est ça la question que j'ai à poser. Je n'ai rien changé jusque-là. Okay. Il faudrait d'abord modifier les lois. C'est compris. Plusieurs lois et après revenir. C'est ça même le problème. L'incapacité de plusieurs étudiants aujourd'hui de défendre leur discipline. Ce n'est pas d'abord les mauvais enseignements des professeurs. Moi, je trouve ça non. Nous avons des professeurs de très haute facture. Oui, surtout, ils sont... Bon, je suis avec le... Parce que tous ici, nous sommes produits de l'éducation congolaise. Il y a des éminents professeurs. Les professeurs, ça ne pose aucun problème. Mais le problème, c'est l'encadrement déjà des étudiants. Lorsqu'ils quittent leur maison, ils viennent, il était avant élève. Ça vient du verbe élever. Il vient à l'université, il est étudiant, c'est maintenant le verbe étudier. C'est là où les études commencent. Il faudrait apprendre aux étudiants qu'ils sont étudiants en L1, LMD, comme ils sont là. On ne les apprend pas ces choses-là. Quelqu'un qui vient, il ne sait pas comment est-ce que je peux faire pour chercher une telle. Il y a des cours de recherche scientifique là et les initiations. Je ne sais pas comment ces cours-là. Les étudiants, un étudiant, il est en 3e année de graduat ou 3e année de licence, comme il dit. Il n'a même pas une bibliothèque à la maison. Il n'a même pas eu à lire un livre. Et puis la bibliothèque aujourd'hui, ce n'est pas seulement physique. Vous pouvez avoir une bibliothèque dans votre téléphone. Mais moi, je ne crois pas aux bibliothèques numériques parce que là, d'ailleurs, ça n'existe pas. Parce que les gens ne lisent pas le téléphone. Bon, l'ordinateur, la machine, oui, je peux accepter. Mais avec les téléphones d'aujourd'hui, vous lisez, après, il y a un message TikTok. C'est gravissime. Moi, je pense que... Il y a des notifications TikTok des comptes des humoristes et consorts. Les gens ne sont pas initiés. Ce n'est pas d'abord le problème des professeurs. Bon, c'est l'État ici. Il faudrait savoir comment initier ces gens-là. C'est pourquoi il y a des tests. À la Sorbonne, Harvard et consorts, il y a des tests. Tu ne peux pas être inscrit ou accepté à Harvard si tu n'es pas doué ou surdoué. Non. Ici, il n'y en a pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des tests qui s'organisent dans... Il y a des textes d'admission dans les universités. Oui, mais quels sont ces tests-là? Quelqu'un qui vient, il donne $10 et puis il passe comme ça. Ça suffit. On accepte tout le monde. Et puis j'ai même suivi que même l'anti-plagiat est aussi monnayé dans certaines universités. C'est que vous venez avec votre mémoire, vous les soumettez à l'anti-plagiat. C'est lui qui est censé arrêter les voleurs, les plagiaires, lui-même, c'est aussi un corrompu. Il fait passer, il imprime, il prend la copie d'un autre étudiant, il annexe à un autre sujet pour réduire les pourcentages et puis ça passe. Et pour certains aussi, j'ai suivi que là où il a copié les histoires sur internet et consorts, il va retirer ces notions-là avant les dépôts, avant la soumission
de son mémoire à l'anti-plagiat. Oui. Et puis quand c'est validé, quand on lui remet avant le dépôt et l'impression, il remet les copies qu'il a faites. Donc les Congolais ont développé comme ça de très mauvaises pratiques. Il faudrait Et que les recteurs des universités puissent suivre de très près cette situation pour que ça s'arrête. Cher Jonas, je vais vous dire un truc. S'il y a des lieux où je fréquente couramment, ce sont des juridictions et les universités. Oui. Dans les universités aujourd'hui, il y a des applications qu'on appelle intelligence artificielle. Oui. Les étudiants ne lisent plus. Ils ne lisent Et plus. les examens, ils utilisent ça, c'est plus rapide que Google. Examen, TP, tout. Les recteurs, de quoi l'État ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est grave. Ne se rend pas compte de cela, mais c'est grave. Après des années, ici, il y aura des retombées. Vous voyez, le problème, c'est que, j'ai fait une petite conclusion, vous allez vous rendre compte que le problème, c'est qu'il faudrait d'abord essayer d'initier les gens avant des formations. C'est pourquoi il y a les préparatoires dans d'autres facultés. Hein, oui, il faudrait qu'on puisse instaurer les préparatoires dans ces systèmes-là LMD. On vous initie d'abord. Vous devez d'abord savoir comment est-ce qu'on peut faire les comment recherches. fonctionnent les systèmes. Oui. Comment faire des recherches. Les recherches, comment on doit lire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment lire. Déjà, avec notre système ici éducatif, 6e année déjà, 6e année des humanités, il commençait déjà à corrompre. Et maintenant, il ne sait pas quoi faire. C'est ça même le problème. Donc, c'est-à-dire, je vais chuter par là, c'est-à-dire, je demanderai à ce que l'on puisse instaurer toutes ces choses-là. Les professeurs n'ont aucun problème. Nous avons des éminents professeurs, ils terminent ailleurs et ils reviennent ici. Donc, il n'y a aucun problème là. L'irresponsabilité, c'est les étudiants eux-mêmes. Les étudiants ne savent rien à ce qui concerne le recherche. Mais pas tout. Parce qu'il n'y a que des pourcentages. Oui. D'autres étudiants connaissent quand même. Parce que je ne vais pas venir ici généraliser les choses. Oui, mais il y a aussi, donc, sinon, s'il m'était permis, moi j'aurais pu citer les noms. Nous avions connu des étudiants, surtout en G1, vous êtes à 800 000 étudiants dans un auditoire. Oui. Il y a certains qui quittent la maison pour, soi-disant, l'université, mais qui fuient la chaleur dans les auditoires, qui partent se mettre dehors pour boire dans des buvettes là-bas. Et puis boire, prendre de la bière et consort. Au finish, voilà, quand il arrive, il a une licence, on ne sait pas par quel moyen il l'obtient, et puis il est licencié. Et après, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, pas de travail. Or, il y a plus d'embauche, plus d'emploi. Il y a que la tête ne fonctionne pas. Vous avez fait vos blagues et consorts et après vous dites que le président de la République n'a rien fait à ses consorts. Non, allez-y. Aussi, de ce côté-là aussi, il y a un problème, il n'y a pas assez d'emplois. Mais je peux vous demander, Peignel, combien d'emplois ont été créés depuis le début? Non, je ne politise pas surtout. Mais il y a quand même d'emplois parce que vous travaillez. Vous ne restez pas à la maison. Vous voyez, vous travaillez quand même. C'est ça le problème. Mais ça, cet emploi, c'est pas le gouvernement qui l'a créé. Non, mais quand même, parce que j'ai étudié, parce que vous avez étudié. Nous voulons envoyer les autres à étudier, à apprendre. Vous voyez, c'est ça le problème. On fait les rédactions, on fait les TFC pour eux, et après, ils défendent comme ça suffit. C'est ça le problème que nous ne voulons. Merci. Dani, revenons-en au niveau de l'aspect où les étudiants doivent faire des recherches et venir défendre leur mémoire des licences. Vous avez vécu longtemps à l'université et vous savez ce qui se passe surtout dans les jurys. Que pensez-vous de la maîtrise? Vous trouvez un étudiant qui vient, il a déjà retenu son discours en tête, et quand on lui demande d'aller à l'essentiel, il ne sait pas se déplacer, il reste gravé sur les textes qu'il a déjà en tête, et il ne sait pas sauter des paragraphes dans sa mémoire pour dire l'essentiel de son travail. D'où naît cette difficulté-là? Est-ce parce qu'on a fait le travail pour cet étudiant-là ou cette étudiante-là, ou parce qu'il a seulement mémorisé des histoires comme une carte mémoire et qu'il vient répéter en boucle? Bon, déjà, mon ami Champ, j'aimerais ici déjà joindre ma pensée à la pensée de mon ami Joël. Je vais préciser une chose. Il faut noter ceci. Si la Chine est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce que la Chine a su identifier les valeurs qu'elle avait. Elle a su bien valoriser tout ce qu'elle avait comme valeur à l'interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a vu l'échantillon des jeunes qu'il y avait en Chine, on a su détecter ce qui était bon pour les études, ce qui était bon pour les métiers, et ainsi de suite. C'est d'abord la première des choses. Dans le contexte de la RDC ici, j'aimerais le dire si haut ici, que ce n'est pas une obligation que tout le monde a à l'université. Parce que tout le monde n'a pas les capacités
requises pour aller à l'université. C'est-à-dire, il y a certains qui peuvent aller à l'université, mais il y a d'autres aussi qui doivent apprendre le métier, il y a d'autres qui doivent aller à l'agriculture, ainsi de suite. Nous avons ce qu'on appelle les écoles des métiers. Et je voudrais rappeler ici qu'il y a des jeunes députés qui ont réfléchi, qui ont battu leur idéologie sur ça. Il s'agit notamment du député national élu de la circonscription de Tchangou, Patrick Eshiba, qui parle en longueur de journée, qui plaide pour l'instauration, oui, la création des écoles de métiers. Des histoires comme INPP et consorts où on peut apprendre la peinture, apprendre la peinture, la maçonnerie, tout ce qu'il y a des métiers, la couture et consorts, que l'État organise ça. Comme ça permettrait à certains fils du pays d'aller là-bas, apprendre un métier vite fait et puis s'offrir un emploi au lieu que tout le monde passe. Ce sont des secteurs qu'il faut promouvoir. Ce sont des initiatives à promouvoir. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que on a, ici en Afrique, on nous a inclus certains trucs qui nous fait comprendre que tout le monde est obligé d'aller à l'université. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, on doit avoir des tendances confondues. Certains doivent aller à l'université, d'autres doivent aller dans des métiers et consorts. Et par là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci. Si vous serez d'accord avec moi, vous remarquerez que pour la plupart des cas, de ces gens qui soient incapables de défendre leurs travaux, ce sont des gens peut-être qui n'avaient pas une vision d'aller à l'université, mais à qui est-ce qu'on avait imposé d'y aller? Pourquoi? Parce que pour un certain nombre de parents, la réussite est fonction d'aller à l'université. Et que pensez-vous de ces parents qui imposent même à leurs enfants la faculté? Déjà, c'est un problème d'orientation. Déjà, ça, c'est un problème. C'est une bombe, véritablement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'avait pas cette motivation-là, quelqu'un qui n'avait pas cette volonté-là d'aller apprendre les droits, n'aura pas la volonté de pouvoir se plonger pour comprendre les méandres. Mais en principe, Dani, aussi, ce serait le travail des universités, soit de l'État qui prend en charge cette question d'orientation scolaire et orientation académique. Parce que dans les fonds, pour un parent qui se dit peut-être non, voilà, les universités n'ayant pas cette possibilité de pouvoir orienter, d'évaluer les enfants pour leur affectation dans telle ou telle autre faculté selon leur niveau, les niveaux de leur quotient intellectuel et leurs aptitudes, ils se disent, moi-même je peux prendre cette initiative, et pour la plupart ils échouent. Normalement, pour les universités, il fallait qu'on organise bien les concours de recrutement de chaque filière. C'est-à-dire, on essaye de mettre les matières, donc les fondamentaux de chaque faculté que l'étudiant qui doit s'inscrire en G1 de cette faculté doit nécessairement avoir. C'est de cette manière-là. Et à l'issue de la réussite, on sait dire que cet étudiant peut aller en droit, il peut faire la communication, il peut faire les sciences, il peut faire la politique, il peut faire la médecine, ainsi de suite. Exactement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ne savent pas écrire ni lire. Vous voyez, c'est déjà un danger permanent. Et quelqu'un de pareil... Et là, ça commence au niveau de l'école primaire. Déjà. De l'écriture et de la lecture. Déjà, donc c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas destiné à étudier, mais qui a été forcé pour aller étudier, mais il ne le fait pas pour son bien, mais il le fait selon ses parents, selon l'obligation soit de ses parents. Alors, rentrons maintenant dans les travaux de 30 secondes pour de défense de mémoire. De défense de mémoire. Je vais préciser ici que je suis assistant à l'université de Kinshasa. J'essaie aussi parfois de co-diriger certains travaux, bien que je les fais en dehors de l'université parce que je ne suis pas encore nommé. Alors, on essaie de voir certaines négligences des étudiants par rapport à ces travaux. Je vais apporter une précision, cher Champa. Vous savez, dans d'autres pays, dans des pays sérieux, les travaux de fin d'études ou encore les travaux de fin de cycle sont des solutions, aux problèmes de la société. C'est-à-dire un étudiant qui a observé, qui a étudié l'environnement de son pays, arrive à proposer un prototype, une solution. Mais ici, chez nous, ce sont des copies conformes. Mais ici, vous verrez un étudiant venir qui te dit, le sujet que je vais aborder, c'est un aîné qui m'a communiqué ça. Et puis, la Covid est déjà passée.
Il y a toujours des étudiants qui veulent parler de la communication, la communication des crises en période de Covid-19. Et puis, voilà, ça sort du contexte, ça sort du cadre. D'un étudiant comme ça, quelle solution il veut apporter? Donc, il attend, on va attendre que Covid revienne pour que les solutions de son mémoire soient appliquées. Donc, déjà à ce niveau-là, il y a un niveau d'inconscience élevé dans les chefs des étudiants. Des étudiants et aussi des professeurs qui valident justement ces sujets. Donc, c'est-à-dire que certains professeurs, bon, aussi un autre détail important. Ailleurs, quand on est professeur, on est professeur. Ici, quand on est professeur, on est étudiant. C'est-à-dire qu'on nous quitte son bureau 8 heures du temps. Ailleurs, quand on est professeur, on est professeur. Mais ici, la différence ici, c'est qu'on est parfois professeur, parfois politicien. Parfois, on est commerçant. Ici, c'est ce qui détruit notre système éducatif aussi. Et un professeur qui laisse à l'assistant l'opportunité de pouvoir enseigner. Qui n'a pas lui-même été bien formé. Déformer aussi des étudiants. C'est-à-dire ça ne sera plus une formation, ça sera une déformation. Une déformation, merci Dani. Fidèles téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, Écho de l'école des communicateurs. Vous suivez les réalités des terrains aux autorités de pouvoir tenir compte de tout ce qui se dit sur ces plateaux pour une nette amélioration des conditions de vie et d'enseignement dans notre pays. Joël, mais vous vivez à Kinshasa, il y a toujours des choses qui se disent dans cette ville. Il y a des gens même qui arrivent à faire la différence entre ceux qui maillent la classe, na maillent la libanda, je ne sais pas moi comment ça s'organise. Il y a même un homme de Dieu qui a dit que quand vous étiez à l'école, vous saviez comment tenir les compas. Vous traciez ça très bien. Mais aujourd'hui, tu as fini les études, trace les compas, donne-nous à manger. C'est comme si l'éducation est tributaire à l'argent. C'est comme si on allait à l'université pour avoir l'argent, pour se faire de l'argent. Alors qu'il y a aussi un penseur, un essayiste en philosophie, Pépin Guillaume Anjolo, l'ancien ministre, qui disait que lorsque un homme consacre sa vie à envoyer ses enfants à l'université, à l'école, c'est qu'il prépare non seulement l'avenir pour ses enfants, mais aussi l'avenir pour tout un pays. C'est que c'est l'intelligence qui doit précéder les actions en République démocratique du Congo pour qu'on espère au développement. Mais quand on vous dit que, voyez, vous tracez les compas et donne-nous à manger, allons-nous à l'université pour avoir de l'argent ou on va d'abord pour se former afin de former aussi son entourage et de détecter les dons pour lesquels on est venu sur la terre afin de pouvoir espérer décoller, faire bouger les lignes dans la gestion du pays. Et surtout que vous-même, vous êtes aussi homme de Dieu. Il ne faut pas oublier cette casquette. C'est en larmoyant que j'ai suivi l'extrait d'une personnalité. Vous l'appelez... c'est quoi encore ce nom? C'est un pasteur, Blaise Kanda. Ah, c'est un pasteur, je ne savais pas. Donc... Comment ça, vous ne saviez pas? Non, je ne les connais pas. Ces vidéos circulent partout. C'est à travers cette vidéo que je l'ai connu. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Depuis très longtemps, on a fait montre aux Congolais que étudier, c'est pour garantir le ventre. C'est-à-dire, on étudie pour le ventre. Alors que l'objectif premier de l'étude, ce n'est pas pour le ventre, mais c'est pour être à même de répondre aux questions de la société. Et puis c'est que vous dites... C'est une erreur grave. Mais lorsque même vous suivez la vidéo de la Blaise, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a cette conception-là. De croire qu'on étudie pour avoir de l'argent, commencer à s'acheter des habits pour se nourrir, tout ça. Il oublie l'objectif premier des études. Pourquoi d'abord les études? Et puis Joël, sans vous interrompre, Pépin Guillaume Anjolo dit que c'est de la petitesse de l'esprit lorsque la conception de l'éducation est substituée à ce qu'on mange, au voyage effectué et qu'on sort. Parce que souvent, ceux qui sont bien nés, c'est-à-dire les enfants des riches, n'ont pas forte éducation. Ce sont des gens qui n'ont pas bien étudié, qui ne considèrent pas l'éducation. Et ce sont des gens comme ça, quand vous lui posez la question, qu'avez-vous lu pour l'auto-formation? Malheureusement, il est étudiant, il a fini les études, mais il n'a jamais lu un ouvrage.
Il n'a jamais lu un ouvrage. C'est cette conception aberrante de l'abbé Blaise qui a fait aujourd'hui que nous ayons un nombre pléthore des étudiants dans différentes universités. Alors que si on percevait la conception de l'université comme un lieu où l'on devrait être en mesure de répondre aux questions de la société, beaucoup n'allaient pas aborder l'université. Aujourd'hui, même des parents disent à leurs enfants, allez à l'université, c'est là où vous allez gagner votre vie. Au lieu de dire aux enfants que vous partez à l'université pour être demain à même de répondre aux questions de la société, et disent à leurs enfants, allez, parce que c'est là où vous allez gagner votre vie. Et puis la réalité... Plus grave encore, j'ai entendu un parent dire à sa fille, allez là-bas parce que tu peux te trouver un scientifique. Un scientifique. Quelqu'un qui raisonne, parce que si tu restais ici, au quartier, il n'y a que des coulouna. Il y a une probabilité donc, que vous tombez entre les mains d'un coulouna. Donc le parent n'envoie pas sa fille à l'université pour étudier et répondre aux questions de la société, mais il envoie sa fille pour aller se trouver un mec à l'université. Donc vous voyez cette conception-là, bon, en fait c'est déjà ancré dans la culture congolaise, et c'est qui est même à la base de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et partons de la rédaction des travaux de fin de cycle. Là, il y a à boire, je cite par là, il y a à boire et à manger. Au départ, le travail c'est d'abord pour l'étudiant. Le prof Vicky nous a toujours dit que le travail c'est pour l'étudiant et non pour le professeur. L'étudiant doit être à même de reformuler son sujet et savoir quel est le problème que j'ai constaté sur le terrain auquel je dois apporter des solutions. Mais vous arrivez comme ça, l'étudiant lui-même ne sait même pas reformuler un sujet, un projet de recherche. Et lorsqu'il arrive chez son directeur lui dit non, je ne voudrais pas que tu abordes cette question, que tu ailles dans cette direction, tu peux prendre cette direction pour m'apporter ça. Et lui-même, le directeur, au lieu de chercher à comprendre les vouloirs de l'étudiant pour l'orienter sur ces champs-là dont il se trouve capable de pouvoir aborder, lui oriente les recherches selon ses propres compétences à lui. Alors que le sujet de mémoire a évolué au fur et à mesure, on est en train d'avancer à partir de ce que l'étudiant est en train de pondre comme raisonnement. Donc le prof est là pour structurer le travail. Messieurs, il ne faut pas aller comme ça, il faut aller comme ça. Par rapport à ce que vous voulez étudier. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce que nous vivons. Il y a même certains professeurs, c'est eux-mêmes qui rédigent des mémoires. Ça c'est grave. C'est eux-mêmes qui donnent des sujets de mémoire aux étudiants. Mais non, ce sont des étudiants qui doivent mener des recherches ou c'est des professeurs qui mènent des recherches à la place des étudiants. Ça c'est grave. C'est très grave. Et ce qui est à la base maintenant, vous voyez que l'étudiant arrive devant son mémoire, il ne sait pas le défendre. Et il y a certains membres étudiants qui disent, c'est le prof qui a rédigé pour moi. Et puis vous voyez le prof qui a rédigé. Et devant le membre de jury, un étudiant dit que non, un parent, devant le membre de jury, les amis, un étudiant dit que non, c'est le prof qui a rédigé pour moi ces mémoires. Mais comment... Vous voyez maintenant les niveaux qu'on a atteints. On est maintenant au sommet. Donc, si on n'essayait pas aujourd'hui de chercher à arranger des choses, dans 5, 10, 15, 20 ans, la RDC va disparaître. Parce que Mandela disait toujours, l'éducation, c'est l'arme d'une nation. Si on néglige l'éducation aujourd'hui, en tout cas demain, cette nation va disparaître. Merci Joël. En tout cas, nous recommandons cette émission à tous les étudiants de la République démocratique du Congo, qu'ils essaient de suivre et qu'ils s'améliorent au fur et à mesure, parce que quand les parents concentrent les gros de son budget à votre éducation, en tout cas, il ne faut pas les décevoir. Ça ne sera pas bien pour un étudiant dont les sujets parlent, par exemple, de la communication d'une entreprise. On te demande quelles sont les faiblesses de cette communication, tu ne sais pas. Et puis tu copies les histoires dans les bouquins d'un professeur, tu oublies même de le référencer. Et le professeur te retrouve avec ces notions. Imaginez, c'est en présence des parents que le professeur te dit tu es nul. Tu es nul. Comment
quel honneur les parents peuvent recevoir de cette médiocrité-là? Aucun. Shadrach Mawessi, pour conclure, clôturer la série d'interventions sur ces plateaux. Shadrach, que pensez-vous de cette conception selon laquelle aller à l'université, c'est synonyme de se faire de l'argent? Merci beaucoup, cher Jonas. Je m'efforcerai d'être un peu succincte dans mes affirmations. Ce qui est sur cette affirmation est une affirmation qui n'a pas de sens. On n'étudie pas pour avoir de l'argent comme Joël Mbato était en train de le dire. Les études, c'est d'abord pour des raisons d'instruction. Et pas seulement pour des raisons d'instruction, mais aussi pour aider la nation à avancer. On n'étudie pas pour avoir l'argent. Et ça, c'est une conception qui nous diminue et qui ramène le système éducatif congolais au plus bas niveau. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et je vais aussi affirmer que je ne suis pas dans cette logique-là de la diabolisation du système LMD. Les imperfections ne manquent pas toujours. Même l'ancien système n'était pas parfait. Parce que lorsque le ministre de la Défense a copié les discours parlant de son discours qui a eu lieu la fois passée, il a copié un discours dans un film américain. Il n'est pas du système LMD, il est de l'ancien système. Il est de l'ancien système. Et aujourd'hui, le ministre de la Défense. De la Défense qui a copié le discours. Mais, oh là là, oh là là. Il a étudié à l'étranger. Oh là là. C'est que le système LMD pète partout. Je pense que c'est moi qui ai la parole. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi que le plus important, c'est que le système n'est pas le problème. C'est nous qui avons mal procédé dans l'application du système. Alors faisons de notre mieux pour mettre en place tout ce qu'il faut afin d'adapter le système par rapport à nos réalités, au lieu de pouvoir diaboliser le système qui jusque-là n'est qu'innocent. Voilà un peu. Voilà. Alors, vous savez que cette vidéo-là est devenue virale. Oui, et avec Blaise Kanda, ce que j'aurais appris, jusque-là, je suis en train de mener encore des investigations. Il semblerait qu'il a été excommunié d'abord à l'église catholique. Je ne sais pas, c'est à vérifier. C'est à vérifier, mais c'est une affirmation qui doit normalement être fondée. Et c'est une personne qui se sert de la chair de l'église pour se faire de l'influence sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui considéré, surtout dans l'espace des Grands Kassai. Il a découragé certains enfants intelligents qui s'appliquent à l'école du fait que ce n'est pas en traçant les compas qu'on va gagner à manger. Certainement. Vous savez, lorsque vous voulez détruire un État, attaquez-vous à son système éducatif. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est déjà décourager les gens. Il a servi de quoi à l'éducation? Effectivement, quand déjà tu es en train de décourager, parce qu'aujourd'hui dans l'espace des Grands Kassai, ce monsieur est un leader d'opinion. Et quand il tient de tels propos, ça peut avoir de l'influence dans le chef de la jeunesse, dans le chef des jeunes qui prennent les études au sérieux, qui pensent que par les études, ils peuvent aider les pays à avancer. Et avec de telles affirmations, il peut comme ça les décourager et les répercussions, c'est le pays qui en subira. Voilà un peu. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Écoute, les coms de ce samedi, mesdames et messieurs. Nous vous disons grandement merci pour votre réelle attention, votre fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. À tous nos amis qui avaient réagi sur Facebook, vous avez suivi que vos questions ont été posées d'une manière ou d'une autre, mais sans vous identifier nommément, nous nous en excusons. Et à la prochaine occasion. Ça sera le 8 mars. Là aussi, on aurait voulu, on aura besoin de recevoir sur ces plateaux des femmes qui viennent aussi donner leurs avis sur les sujets dont nous allons collecter au cours de la semaine, parce que c'est leur mois. Ça commence aujourd'hui et puis le 8 mars, on sera ici avec des dames qui viendront aussi épiloguer sur ces plateaux de CML13 Télévision à l'occasion de l'écho de l'école des communicateurs. Portez-vous bien, à plus. Okay.